qu'un tel centre s'installe complètement dans le centre de Bordeaux, ça a été une bataille, financière, mais aussi symbolique. C'est un vrai projet de société, c'est un vrai projet politique, ça. C'est pas comme ça un rêve qui serait un peu singulier dans un lieu. C'est mettre. Il n'y a aucune raison que les gens de la rue ne soient pas en phase avec la connaissance, avec la culture, avec l'art. Ça voudrait dire quoi une société aussi ségrégationniste? C'est pas moi qui vais vous apprendre que l'art ne se cantonne pas à quelque chose de purement comme ça gratuit, de poser là, à simplement avoir. Je ne suis pas l'artiste, mais l'environnement que je traverse, mon travail, il est sans cesse traversé de préoccupations et de questions que nous pose l'artiste. Vivre, mourir, quelle vie, quelle existence, qu'est-ce que c'est que l'autre, qu'est-ce que c'est que rencontrer l'autre. Ces questions-là sont des questions de tous les artistes, qu'ils soient plasticiens, poètes ou autres. Donc elles nous habitent. Donc l'art c'est ça quoi. Le bâtiment, c'est un bâtiment qui est dans le secteur sauvegardé et protégé de Bordeaux, vraiment dans le centre historique. Un bâtiment qui a été construit en béton en 1930 et qui est très atypique par rapport à ses voisins, puisque le matériau utilisé c'est du béton et avec des parements de briques, alors que les bâtiments environnants sont en pierre. Il a une autre caractéristique, ce bâtiment il est à un angle de rue et il est beaucoup plus haut que les autres. Donc moi je dis que c'est une figure de proue et c'était tout à fait indiqué pour Réseau Paul Bert, cette symbolique. L'acquisition de ce nouvel immeuble, le déménagement du siège social de nos activités, nouvelles activités, nous amenait aussi à réfléchir à nouveau, à la fois architecturalement, puis à la fois en termes de programmation et de projection culturelle, voilà, à cet espace. Au départ, il n'exprimait que ce désir qu'un artiste intervienne au même titre que l'architecte pour réfléchir à la rénovation de ce lieu. On était assez défiants sur la nature de la proposition artistique d'être faite. On pouvait imaginer être trop designé, trop consensuel, trop esthétique. On voulait un truc un peu, c'est ça une fois de plus, un peu radical. Voilà. Comme je crois la philosophie du projet le sous-tend. Dans leur volonté de donner plus et de donner, je dirais, plus que du strictement fonctionnel. Enfin, il s'était dit qu'il faudrait accoler à cette halte sanitaire sommaire et fonctionnelle un hammam. Le hammam, il vient de nos actions et préoccupations sanitaires conventionnées par la DAS, dont c'est l'émission, d'accord. Et pratiquant ça à l'ancienne adresse où nous étions, on remarque quand même que répondre aux soucis d'hygiène corporelle de façon très, voire trop fonctionnelle, c'est-à-dire mettre à disposition dans un espace aseptisé, plutôt neutre, voire pas agréable, pas accueillant, des douches, eh bien, c'était quand même une impasse. Parce que très vite, nous observions quand même que les personnes qui passent dans un souci d'hygiène corporelle viennent avec leur culture, leurs habitudes. L'hygiène et le bien-être sont deux choses qui n'ont pas nécessairement de relation dans la tête du travailleur social ordinaire. L'accès à la capacité de réinvestir un schéma corporel, mais ça passe aussi peut-être par une dimension un petit peu plus épicurienne, voilà, genre du désir. Satisfaire un besoin premier, c'est évidemment nécessaire. Satisfaire un désir, c'est plus qu'utile, tout au moins dans une ordre d'insertion. C'était inimaginable de créer un hammam pour les précaires, les pauvres et tout ce que vous voulez. C'est inimaginable. Alors c'est ça dont on souffre, si vous voulez, dans le travail que nous faisons, c'est l'absence totale d'imagination. Ils n'imaginent rien. Et quand vous n'imaginez rien, et que vous créez un espace pour les soi-disant pauvres, vous pouvez être sûr que l'espace que vous imaginez, il sera en deçà encore de ce qu'on peut concevoir. Je veux dire, ce sera pire encore. Dans le réel, une fois
une fois là. Donc il faut de l'imagination. L'artiste amenait ça. Je ne cache pas que je ne me sentais pas en capacité de jeter une expertise sur un artiste, sauf à ce moment-là à puiser dans mon réseau et à faire la démarche, quelque chose qui relèverait du clientélisme. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça vous intéressait terriblement. Oui, donc Pierre arrive avec des bouquins, des trucs comme ça, mais quand vous feuilletez un bouquin d'art contemporain, je vais vous dire, bon, c'est pas particulièrement très clair, c'est des photos, quoi. Bon, je pense pas, si vous voulez, qu'un choix déterminé ait pu se faire en feuilletant ces bouquins que Pierre nous avait. Mais je crois très vite que lui s'arrête sur Claude Lévesque. Enfin, il nous dit, celui-là, semblerait pouvoir correspondre à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Hein, il y a eu, là, de sa part, une anticipation, une rencontre possible. J'ai assez vite pensé à Claude Lévesque, parce que Réseau 32 parlait aussi du sentiment, enfin, du sentiment du corps, du corps des personnes qu'il recevait. C'est une bonne idée d'avoir fait ça, justement par rapport à des gens qui auront des craintes, qui seront un peu abandonnés d'eux-mêmes, qui se négligeront, d'un seul coup de pouvoir... c'est peut-être utopique, j'en sais rien. Moi je pense que c'est indispensable dans la société que les gens puissent se laver ensemble, avoir une hygiène corporelle collective, pourquoi pas, et que ce soit aussi une façon de se respecter soi-même, respecter les autres. Je le crois fermement. On a rencontré Claude, personnage à la fois très, très imposant physiquement et extraordinairement discret, presque timide au début. On s'est dit, bon, personne n'osait trop parler. On a embrayé sur le discours, et puis on a vendu l'idée, le projet, l'enthousiasme qui nous porte aussi là-dessus. Je crois que ça a fini par emporter conviction chez Claude. On l'a fait visiter lui-même, il a pris des photos, et puis il a été donc dès l'origine. Il avait été encore en démolition quand il a traversé. Dès l'origine, ce programme architectural, on travaille avec l'architecte, avec Pascal Mignot. Mais moi, j'étais plutôt ravie de cette démarche parce que je savais que ça pouvait donner de l'ampleur aussi au projet, que c'était la confrontation aussi de visions peut-être différentes et qu'il y avait sûrement des allers-retours à faire entre l'artiste et moi, et puis avec au milieu le client, Réseau Paul Bert. Donc j'ai pensé tout naturellement que ça allait être riche. Compliqué probablement, mais riche sûrement. Il y a tout d'un coup là un personnage que personne ne connaît, dont le statut est complètement indéfini, et qui va faire que tous, de l'architecte au maître d'ouvrage et aux artisans, on va avoir une autre attention à ce qui est dit et une autre attention à ce que l'on va faire et comment on va le faire. On a très vite réalisé, si vous voulez, que le job de l'architecte est en totale connivence avec les préoccupations très rationalistes ou rationalisantes des artisans. Et là, on collait sur un truc, encore une fois, très très fonctionnel. Et ce qu'amène à un moment donné Claude Lévesque, c'est de décoiffer tout ça. Il bouscule ça, et à un moment donné, il prend même le leadership. L'archi suit l'artiste, et nous amenons quand même les entrepreneurs à suivre l'archi qui suit l'artiste. Et c'est ça qui s'est passé à un moment donné. C'est vrai que ça, c'était une expérience particulière, singulière par rapport à ce que c'est un projet dans un musée. Mais la liberté est la même, pour moi elle était la même. C'est-à-dire que de toute façon, je n'accepte aucun projet dès lors que quelqu'un me dicte ce que je dois faire. Mais après, bien sûr que je dois m'adapter aussi bien à des questions d'espace qu'à des questions aussi de sécurité, voilà, les contraintes. Moi j'aime les contraintes, c'est ce qui m'intéresse. Moi les contraintes, c'est ce qui me permet de ressurgir, c'est ce qui me permet de créer de la métamorphose. Après, si elles ne sont pas d'ordre moral ou d'ordre de censure du langage que j'opère, il n'y a aucun problème. Dire en chemin, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait en chemin, c'est-à-dire sur toute la phase d'élaboration de la réhabilitation du bâtiment. On a discuté tous ensemble de tout.
C'est pour ça qu'à un moment donné, l'architecte elle était une bonne constitution à Marie-Pascale, parce qu'à un moment donné, ça changeait à chaque séance, j'étais beaucoup de fois à Bordeaux, tout changeait. Alors là, au bout d'un moment, on s'est dit, il faut absolument quand même qu'on finisse par construire le truc, parce qu'il y aura question de délai et tout, c'était rigolo. Donc on a tout envisagé du haut en bas, ensemble. C'est au fur et à mesure du chantier et de la découverte du bâtiment et de l'élaboration du projet architectural que Claude a lui-même souhaité intervenir sur d'autres parties du bâtiment. Et à un moment, parce que ça aurait pu être inflationniste, il a fallu l'arrêter et on a dit qu'il n'interviendrait que sur les parties publiques, enfin recevant du public. On s'est embarqué dans cette aventure-là sans savoir véritablement combien ça allait coûter. On s'était même dit, pour tout vous dire, qu'avec 500 000 €, acquisition 300 000, 200 000 de travaux, on allait pouvoir s'en tirer. Et on a refait bien évidemment notre budget prévisionnel à peu près une fois par mois. Et en même temps qu'on voyait le delta à aller chercher, à aller conquérir, en même temps on trouvait étonnamment les solutions financières pour se faire. À un moment donné, c'est pas tant qu'il y a eu une espèce de lâcher prise sur les grands noms de la bourse, quoi. Mais on s'est dit qu'au stade où on en était, on n'avait plus trop le choix que d'aller au bout de l'idée, aussi folle soit-elle, et que notre boulot, pendant que Claude et Marie-Pascale étaient en train de réfléchir effectivement à mettre en forme l'idée qui nous tendait, là, du projet, notre boulot c'était effectivement de trouver les conditions de son financement. Donc à un moment donné, très clairement, tout ce que Claude peut proposer, même si c'était plus cher que ce que Marie-Pascale proposait, on disait on suit avec Claude, on se débrouillera. L'espace d'accueil a été conçu comme une sorte d'espace intermédiaire entre la rue et un lieu très intime que serait le hammam. Il y a une grande entrée qui est l'entrée existante, ouverte au public. Et c'est là où on voit apparaître la première intervention de Claude Lévesque, puisqu'on a un sas qui est coloré, qui est rouge, et qui contraste aussi avec la rue. C'était l'idée de faire une métamorphose dès l'entrée. On arrivait de l'extérieur, avec la réalité de la rue, et on rentre dans un univers qui est particulier. Le matériau au sol est de l'asphalte qui a été coulé, c'est-à-dire l'asphalte, c'est un matériau qu'on coule sur les trottoirs. Donc on a fait rentrer la rue à l'intérieur et on est dans un environnement à rez-de-chaussée un peu brut. On a laissé le béton brut. Il y a eu un traitement de la lumière fait par Claude Lévesque, un système de ramification en tube néon qui est fait au plafond. En fait, les ramifications, je les ai prises à partir de photos prises de plaques de glace à Berlin. Des espèces de dérives de glace qui est sur la souris à Berlin. Et puis après, on a retranscrit ça pour faire ces ramifications. Parce que c'est très difficile d'obtenir cette espèce de côté un peu continent, tout ça, territoire, graphiquement. C'est quand même un technicien. Il voit quelque chose, mais il le voit aussi techniquement. C'est-à-dire que c'est pas une espèce d'utopiste qui arrive à un machin inconstructible. Et puis il y a le mec qui voit, mais qui voit en tâtonnant. Donc un jour il arrivait, il avait arrêté une idée sur un truc, il revenait et disait « C'est moi qui ai dit ça ?»« Ah non, ça va pas ça. Non, c'est pas ça qu'il faut. » Ça a été le coup du sas, les couleurs du sas qu'il avait imaginé, donc avec l'artisan arrivait avec le machin qui collait pour trouver la bonne couleur et tout, on peut dire « Oh c'est ça. » Ok, et puis il y a 3 semaines après, mais c'est quoi cette couleur? Pas possible. Là, il y avait une espèce de cheminement, mais c'est plutôt marrant ça. Enfin marrant, pas pour les artisans, quand même, pas de pub, voilà, mais je trouvais ça intéressant, cette marge d'erreur qui était la sienne. Le dessin du bar, par exemple, c'est vraiment arrivé, je sais pas, en milieu de parcours. Il a griffonné un truc, il réfléchissait, il nous montre un petit dessin, vraiment un petit dessin. Et puis là, ça commence, en termes de matériaux et tout ça, à se préciser, quoi. Idem pour le mobilier. J'ai fait du basique, un truc qui permettait
modifier. Puis je me suis fait, qu'est-ce que c'est que le basique? Je me suis pas posé des questions design, moi ça me fait chier le design de toute façon. Je me suis dit, moi, ce qu'il y a, c'est des plateaux qui reflètent le plafond, donc des plateaux en inox, des tabourets en inox, et puis la structure, on le fait avec du fer à béton, parce que je trouve ça beau, je trouve que c'est beau, c'est du fer à béton. Et après le comptoir, moi comme j'adore tout ce qui est équipement de canaux, de tout ça, donc ce qui sert à endiguer les canaux, je me suis dit, je rêve d'un jour de faire le comptoir en pale planche, tout ça. Le problème, c'est qu'effectivement, les pales planches, j'y connaissais rien du tout. Moi, je vois toujours ça dans les canaux, je trouve que c'est sublime. Ça pèse des tonnes. Ils les ont refaites en tôle. On croirait vraiment que c'est ça, mais c'était pas possible. Ensuite, quand on prend ce grand escalier central métallique que Claude Lévesque a voulu très transparent parce qu'il a une installation lumière au plafond du premier étage et c'est une espèce de pluie de lumière qui doit aller jusqu'au sous-sol. Ensuite, au sous-sol, bien c'est la partie hygiène et soins du corps. Là, on l'a voulu comme une espèce de caverne, puisqu'on est dans un sous-sol qui est semi-enterré. Donc c'est comme une boîte noire, le carrelage est noir, au sol et au mur, avec là une thématique de couleur qui est le bleu. Au plafond, il y a des spots à découpe qui sont aussi bleus. Là, Claude Lévesque a voulu une mise en scène des gestes que font les gens, notamment dans la laverie, c'est-à-dire mettre son linge dans une machine, le sortir, mettre dans une autre, repasser. Donc le public devient acteur et a un projecteur qui va scénariser ou mettre en scène les gestes qu'il va accomplir. Donc la partie plutôt pièce d'eau, c'est des éclairages au sol bleu, et la partie laverie plus sèche, ce sont des éclairages de théâtre. Moi, je conçois tout à fait que les gens ne se sentent pas forcément dans une œuvre d'art, parce que ce n'est pas le rapport habituel qu'on a à une œuvre d'art, qui est bien démarquée, qui est vraiment un territoire bien défini. Là, l'intérêt, c'est qu'il ne l'est pas. C'est qu'à la limite, on peut tout mélanger, on peut se dire ça fait partie, est-ce que c'est une œuvre d'art, est-ce que c'est... Enfin, sans caricaturer. Mais c'est qu'à un moment donné, on est dans un espace où on peut se poser des questions sur ce qui crée métamorphose ou ce qui ne le crée pas. Est-ce que c'est son propre imaginaire? Est-ce que c'est réellement parce qu'il y a des choses qui vous font d'un seul coup dire, penser qu'il y a des choses qui ne sont pas habituelles dans la norme d'équipement, dans la norme de ce qui doit être dans un lieu public. Un artiste qui intervient dans le social, à quoi ça va servir? Voilà la question, ce que se disent les gens. À quoi ça nous sert? À nous, c'est parce qu'il va nous donner à manger à la fin du mois. C'est parce qu'on est quand même dans du social, on est dans l'insertion. Donc c'est surtout comme le hammam. Le hammam, ça a posé beaucoup de... Pourquoi on ne fait pas plus de salles de bain? Pourquoi on ne fait pas... Donc après leur expliquer, effectivement, ils se sont aperçus, puis une fois le résultat. Il faut voir le résultat. C'est pas forcément en parler, il faut que le résultat, on voit le résultat à la fin pour se dire, effectivement, ouais, ça donne quelque chose. C'est pas simplement une œuvre. Ils ne voyaient pas ça exposé au CAPC. Hein. Ce qu'ils disaient, c'est que cette œuvre vivrait à partir du moment où des gens la traverseraient. Donc elle allait se déformer, évidemment. C'est ce qui se passe. On a fait l'œuvre à moitié. On a fait ce projet avec l'architecte, avec les commanditaires, on a réalisé certaines choses, certaines propositions. On va voir ce que ça va donner une fois que les usagers vont être dedans. C'est important, c'est vrai, d'avoir des... J'ai eu toutes sortes d'informations, c'est important parce que ça, on va tomber dans la deuxième phase pour moi. C'est-à-dire comment ça vit. Je crois qu'il y a eu un laps de temps où les publics, les personnes qui passaient nous voir dans les anciens locaux que nous avions, on essayait d'en faire quelque chose, mais qui étaient un petit peu tristounets, un peu vieillots, ils ont été un petit peu frappés quand même. Hein. Ça n'a pas été facile de rentrer dans cet espace avec ces néons. Vous avez vu les effets de néons qui sont blancs à l'intérieur, puis rose, rouge, dès que vous passez dans le sas. La nuit, c'est étonnant. Donc je crois qu'il y a eu une espèce de, plus que de prudence, de crainte à rentrer dans un espace qui pouvait ne plus leur convenir, ne plus être pour eux. Donc au début, ils ont eu le sentiment que le réseau 32 était devenu effectivement un truc pour bobos, quoi. Mais il n'y a pas eu de modification substantielle
ordinaire cible. Par contre, effectivement, il y a eu une fréquentation surnuméraire assez importante des gens qui habituellement ne traversaient pas notre espace d'accueil. C'était aussi notre préoccupation d'avoir un lieu qui puisse accueillir tout le monde. Dès lors que les gens se déterminent, parce qu'ils ont envie de voir un artiste débarquer dans leur commune, réfléchir à quelque chose, je pense qu'il y a une envie. Donc l'échange d'envie déjà est primordial. C'est d'ailleurs, moi c'est mon principe dans mon travail. Moi je me travaille aujourd'hui, j'ai 25 ans d'activité quasiment maintenant, et je ne travaille qu'avec les gens qui ont envie. Moi c'est là que je me détermine, c'est oui ou non. Si je sens que c'est des enjeux flous, qui manquent d'engagement, de désir, je ne le fais pas. Je le sens assez vite ça. Donc je pense que ça c'est indispensable. Si on veut... Merci. Lundi, je vais te varier à la pied parce que vu que je peux pas prendre le bus. Je te branche la main en bas si tu veux. Oui. Oui. Oui, parce que de toute façon, après, on est. Je sais pas combien de temps il faut pour aller. Je vous avais lui en train de travailler à l'ordinateur. Crédit, j'y peux rien là. Lui est en train de travailler à l'ordinateur. Ouais, bah il va le faire avec plaisir. Tu te mets sur l'ordinateur pour qu'il prenne quelques images. Sur le celui là-bas. Sur le tien. J'arrive.